Donc bonjour, bienvenue au musée de la chemiserie d'élégance masculine, donc le deuxième musée d'Argenton. C'est un musée qu'on appelle musée de société qui raconte l'histoire d'une industrie, celle de la confection, qui est née au 19e siècle et qui a été une industrie très prospère de 1860 aux années 2000 avec énormément d'ateliers de confection spécialisés dans la chemise pour hommes, d'où aussi le nom du musée et sa spécificité. Donc je vous invite à découvrir effectivement ce musée qui a été ouvert en 1993 et qui se situe dans le premier atelier ouvert en 1860 par Charles Briot. Donc ici nous avons un moteur à gaz pauvre, c'est un moteur. Vous avez la partie chaudière, partie moteur, qui permettait de fournir de l'énergie électrique à un atelier de confection, l'atelier Pailleron. Donc la première salle, consacrée à l'histoire de la chemise et plus largement à l'histoire des vêtements masculins, nous raconte un petit peu comment est née la chemise. Donc elle apparaît au Moyen-Âge, on appelle la chintz, la chaîne, et c'est un vêtement qui ne se montre pas, qui est caché sous la houppelande et qui va se dévoiler au fur et à mesure. Donc à chaque fois vous avez le modèle de chemise associé à la silhouette et à le buste à la coiffure. Donc Moyen-Âge, 16e siècle, on va commencer à avoir une chemise qui se dévoile un petit peu sur le point. Deuxième partie du 16e, avec la période de la fraise, donc cette collerette tuyautée que porte l'aristocratie. 17e siècle, on est plus sur la chemise à col à rabat, c'est la grande période des dentelles, c'est un peu la période des mousquetaires si vous voulez. Au 18e, l'époque de Louis XIV, ce grand col va disparaître, on laisse la place au jabot. Et puis à partir du 19e siècle, on a une chemise un peu romantique avec un col cousu et une genre de cravate, une lavalière que l'on enroule autour du cou, que l'on va orner d'une épingle. Et puis on finit par la chemise à plastron et à col amovible de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Voilà pour ce panorama rapide. Après, dans le musée, nous avons différentes parties qui sont liées à des thématiques. Donc, nous avons une petite partie sur l'histoire de l'hygiène, de la toilette, parce que la chemise est un vêtement de dessous. Donc, elle est liée directement à l'histoire de la toilette. Donc, on part du Moyen-Âge, où on a gardé l'habitude d'aller dans les thermes, on n'y va pas beaucoup mais on change de linge. Et puis au XVIe siècle, c'est la grande période de la crasse, on a peur de se laver et donc lorsqu'on en prend des bains, ce sont des bains médicinaux. Donc vous voyez ici, on a mis une baignoire pour expliquer qu'effectivement c'était une toilette sèche mais qu'en cas de maladie, on va se baigner. Et puis au XIXe, les hygiénistes, la médecine a fait d'énormes progrès et donc il faut, voilà, la toilette est remise à l'honneur. Et donc on a ici une présentation d'une vitrine avec une baignoire en cuivre et tout un tas d'accessoires par rapport à cette période. Puis une partie sur la manière dont on se procure ses vêtements à la campagne. On va cultiver sa matière première, que ce soit le lin ou le champ. On va le tisser et on va fabriquer son fil et le tisser. Et après on pourra fabriquer ses chemises. Au XVIIIe siècle, quand on a de l'argent, l'aristocratie va chez le tailleur pour se faire les vêtements de dessus et la lingère pour les vêtements de dessous. Donc ici vous avez un habit 18e en velours de soie, voyez. Et puis à côté vous avez donc une chemise de la fin du 18e en lin et avec son petit col à jabot. La silhouette masculine, elle va évoluer, notamment après la Révolution française. Donc là, vous avez un très bel habit, un frac des 1785-1790, en velours chiné. Et vous avez il est doublé, c'est un vêtement d'hiver. Et à côté, vous avez un petit gilet de la même époque, avec son col très haut. Pourquoi on retrouve très peu de chemises très anciennes? C'est parce que la chemise, elle est portée jusqu'à l'usure par différentes couches de la société et elle finit souvent en chiffon. Le chiffon était utilisé aussi pour la fabrication du papier. Donc c'est pour ça qu'on retrouve très peu de chemises très anciennes. Les plus anciennes, elles datent du XVIIIe siècle.
Alors le pendant du tailleur, c'est le développement du prêt-à-porter des grands magasins parisiens qui vont se développer grâce à la confection, aux ateliers de confection. Et donc on a ici une vitrine des années 1860-1870. Et ces grands magasins vont vendre des vêtements cousus d'avance. C'est une révolution. On va offrir à la population des vêtements donc, en coton, puisque le coton s'est développé au XVIIIe siècle, mais tout type de vêtements que l'on peut trouver. Après la Seconde Guerre mondiale, la chemise va se raccourcir. Pendant les guerres, on a moins de vêtements, donc on raccourcit tout ça et on va garder l'habitude des chemises plus courtes. Et vous avez ici une très belle chemise en toile de parachute. La toile de parachute, c'est ce qui a fait la fortune de Marcel Boussac, originaire de Châteauroux, qui a construit son empire textile. Et c'est une fibre très légère et il en avait fait des chemises, des tabliers, etc. Et puis vous pouvez voir aussi la forme de la chemise dans les années 50 qui correspond beaucoup à celle que nous avons aujourd'hui, mais la nouveauté c'était les fibres et donc c'était le nylon, le travail du nylon. Donc on a la silhouette qui est associée à chaque fois. Et puis dans les années 70, on a une chemise qui est très près du corps, avec des cols très longues, des cravates très larges, une chemise très cintrée. Et à partir des années 80, on a des créateurs de mode qui vont s'intéresser à la chemise et vont proposer d'autres modèles, d'autres formes, que ce soit des formes inspirées de chemises moins traditionnelles, dans le tissu, des nouveautés dans le tissu. Et à côté de ça, on a toujours quand même les chemises de ville qui sont souvent fabriquées à Argenton. Voilà, donc la mode évolue, la mode masculine évolue. Ça se fait vraiment à partir des années 80. Et puis ici, vous avez une présentation de manteaux d'hommes, des manteaux voilà, des années 20 à peu près, jusqu'aux années 2000, donc avec des formes croisées, des manteaux de ville, des manteaux plutôt de voyage, avec quelques modèles de créateurs. Ici, vous avez Kenzo et vous avez Maurizio Bonasque, un italien. Un très beau manteau des années 70 en chevron, un col Vauclair. Et puis, avec les manteaux, les hommes portent le chapeau, naturellement, surtout l'hiver. Donc là, on a présenté chapeau d'hiver, casquette. On a également des boutons de nacre. Voilà, donc comment fabriquer le bouton de nacre? On a des coquillages qui nous permettent d'illustrer, voilà, les coquillages utilisés. Les déchets dans lesquels vous voyez donc les emporte-pièces qui sont venus découper ces petits ronds, ces petites boutons de nacre, et puis après percer, etc. Et puis quelques bijoux masculins, que ce soit des bijoux, des boutons de manchette naturellement, des bagues, des boutons de plastron, des épingles de cravate, des boutons de col. Voilà, c'est une petite partie de notre collection, mais qui vous montre l'évolution du bijou masculin du 19e siècle aux années 70 à peu près. Voilà, nous avons ici un tableau qui représente Jean-Claude Pascal, un acteur très célèbre dans les années 50-60. Et Jean-Claude Pascal est un personnage important pour le musée de la chemiserie et des violences masculines, puisqu'il a fait don de toute sa garde-robe, que ce soit sa garde-robe civile ou sa garde-robe liée à ses films ou au théâtre. Donc c'est un personnage, en tout cas un fond important, qui nous permet de faire à la fois des expositions temporaires, mais aussi dans l'exposition permanente de présenter quelques-uns de ses costumes. Alors nous sommes ici dans le premier atelier qui a ouvert en 1860 par Charles Briot. Dans cet atelier, vous avez la photo ici. Voilà, donc il était là. Et l'atelier a brûlé avant les années 1900. Et du coup, quand il a été reconstruit, on a enlevé le 3e étage et il a été doublé. Donc on se trouve actuellement à ce niveau-là. Donc cette salle explique les différentes étapes de fabrication d'une chemise. Donc on a à la fois ici le patronage et la coupe. Donc patronage en carton là, la coupe avec ce qu'on appelle un ciseau électrique à lame verticale, un tip top.
Ce sont des outils qui sont encore utilisés aujourd'hui. Ce sont des outils des années 50-60, mais c'est encore utilisé aujourd'hui dans les ateliers. Alors il y a des coupes plus modernes naturellement, mais ce genre de coupe peut être encore utile. Au niveau de la coupe, vous avez d'autres moyens de coupe. Voilà, d'autres ciseaux à la verticale ou circulaire. Et puis ici, dans la vitrine, vous avez un sabre. Un sabre de coupe. En fin de compte, on avait une table avec une fente et la lame venait s'introduire dans la table. Et donc c'est un peu, je compare ça parfois à massicot, puisque vous avez la lame qui venait découper les matelas de tissu. Hein. Je ne vous ai pas parlé du matelas de tissu, c'est ce qu'on voit ici. Le matelas de tissu il est composé de différentes couches de tissu. Chaque couche correspond à une chemise. Donc naturellement, on va pouvoir mettre les mêmes types de tissus. Alors si on a des rayures, ça sera effectivement les mêmes rayures. Ça peut être du tissu unique, mais on ne mettra pas de l'écossais avec des fleurs, par exemple, parce qu'il faut que les raccords soient bien prévus. Et donc le matelas de tissu il va avoir une épaisseur, on va dire, différente en fonction du tissu qu'on va mettre. Un autre système de coupe, c'est la scie à ruban. Il faut imaginer ici qu'on a une lame circulaire, et on va pouvoir découper autour de la lame donc des morceaux, des petits morceaux, grâce au patron en métal. Naturellement, mais pas de mes patrons en bois ou en carton, sinon on n'aurait plus beaucoup. Et puis vous avez le système de l'emporte-pièce. Ici, c'est un poignet. Donc l'emporte-pièce, ici vous avez cette partie qui est tranchante. Vous imaginez que vous avez le matelas tissu, et donc cette partie, avec le poids, va venir écraser et découper les pièces. Donc ça, c'est bien pour bande de colle, poignets, etc. Des petites parties. Voilà, alors aujourd'hui, naturellement, dans les ateliers, il existe des moyens beaucoup plus modernes. Vous avez des coupes laser, des coupes jet d'eau, voilà, qui remplacent ces systèmes plus traditionnels de coupe. Quelques machines un peu spécifiques. Ça, c'est un couteau-brodeur, c'est une machine à faire les jours, notamment sur les devants de chemises anciennes, puisqu'on pouvait avoir des plastrons avec des petits jours ou des décors. Et puis des machines plates pour coudre, hein, voilà, machine plate. Ou celle-ci, qui est plus intéressante, c'est une machine Braun qui a été fabriquée à Argenton-sur-Creuse. On avait un atelier de fabrication. Sinon, les ouvrières, elles travaillent souvent par paquet de 12 et elles ne font pas la chemise en totalité, elles travaillent en gros à la chaîne sur un banc de machine. Donc ce banc de machine, vous allez l'entendre, je vais le mettre en route. Il est actionné par un moteur qui fait tourner l'arbre central et après, par un système de courroie, chaque ouvrière actionne sa propre machine. Donc je vais le mettre en route. Alors à l'origine, le rhéostat permet de mettre le banc de machine en route tranquillement. Mais moi j'ai un petit bouton différent. Et voilà, quand je vais appuyer sur ma pédale, ma machine va démarrer. Vous voyez, j'appuie sur la pédale et ma machine démarre. Et on a tout un système, voilà. Et ça permet à la machine d'avancer. Et on fait, là je fais de la fausse couture. Hein. Voilà. C'est le bruit, ça permet d'entendre le bruit. Alors, ces machines sur le banc de machine, ce sont des machines plates, elles font que de la couture droite. Et après, vous allez avoir différentes machines qui vont permettre de faire des coutures particulières, notamment, par exemple, la machine à boutonnière.
Ici, vous avez une machine à boutonnière des années 1900-1910, c'est une Singer. Donc vous avez ici la partie qui va pouvoir faire la couture de la boutonnière avec de chaque côté, les deux points d'arrêt de chaque côté. Et au centre, vous avez le couteau qui va venir ouvrir la boutonnière. Dans les années 50, il faut produire toujours plus. On va avoir un tandem, c'est-à-dire que le tandem, c'est une machine bouton-boutonnière. Vous n'avez plus qu'une seule ouvrière qui actionne la machine bouton-boutonnière, bouton-boutonnière. Alors qu'avant, vous aviez une ouvrière pour la machine à boutonnière. Et souvent, les boutons étaient cousus d'ailleurs à domicile. Hein, c'était un travail à domicile. Ici, vous avez une machine à bras déportés. La machine à bras déportés, elle permet de faire des coutures, ce qu'on appelle les coutures rabattues. La couture rabattue, c'est les coutures qui sont rentrées l'une dans l'autre et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Donc c'est une machine qui a deux aiguilles et l'ouvrière est là et donc ça permet de travailler dans ce sens-là. Donc ça existe toujours, elles sont beaucoup plus modernes, mais c'est toujours le même système de machine à bras déportés, ce qu'on appelle à bras déportés. Et puis, pour finir avec les machines, nous avons un prototype Singer d'une machine, des premières machines programmables, 1976-77, qui permet en fin de compte de programmer sa couture. Et donc, vous allez programmer la longueur de votre couture. Et lorsque on arrive à la fin de la longueur, la machine s'arrête automatiquement, fait un point d'arrêt et l'ouvrière peut relancer. Voilà, donc ça, maintenant les modèles sont beaucoup plus modernes, mais c'était les premières machines électroniques. Singer. Et puis donc il y a différentes opérations, et notamment des machines à retourner les pointes de colle. Il faut savoir que au moment de la fabrication, il y a un groupe qui travaille sur les poignets, un groupe qui travaille sur les cols, et puis après il y a tout le montage. Et donc le col, il est monté naturellement, il est cousu à l'envers, hein, mais une fois pour le monter sur la chemise, il va falloir qu'il soit retourné, qu'il soit mis à l'endroit. Donc nous avons ce genre de machine. Alors il me manque une petite pointe là, mais c'est comme ça, là, mais voilà. En fin de compte, ça permet de retourner les pointes de colle, et une fois que les pointes de colle sont retournées, on va faire une petite couture pour maintenir tout ça. Et puis après, le col, il va être monté sur la bande de colle. Et c'est cette bande de colle qui sera montée sur l'encolure de la chemise. Vous avez la même chose pour les poignets, en fin de compte. Nous, là, on n'a pas de machine, mais la même chose existe. On retourne les poignets, on retourne les pointes de colle. Donc ça, c'est pareil, c'est des machines qui sont assez anciennes. Le système a un tout petit peu évolué, mais ça reste toujours la même chose. Et puis nous avons des presse à colle, presse à poignet, qui permet en fin de compte de bien aplatir le col, de bien replacer le col, parce que dans une chemise de ville, ce qui se voit et ce qui ressort, c'est le col, et le col doit être impeccable, hein, le col et les poignets. Donc la triplure qui est à l'intérieur du tissu, du coton, doit bien être thermocollée, et ça doit bien tenir. Après, nous avons toute une partie aussi sur les fêtes et sur la vie des ouvrières. Avec les fêtes de Sainte-Catherine, c'était très important, la fête de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, patron des métiers de la mode, hein, et c'était beaucoup fêté dans les ateliers de confection, le 25 novembre. Et puis à partir des années 50, 60, il y a des voyages qui vont être organisés, notamment dans cet atelier-là. Il y a un comité d'entreprise qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale, et donc ils vont organiser des voyages. C'est souvent la découverte pour les ouvrières et leurs familles de la mer ou de la montagne, à cette époque on ne part pas en vacances comme ça, et donc on a un fond photographique sur ces voyages d'entreprise. Et puis ici vous avez une petite présentation de quelques ateliers argentonnais. On en a retrouvé un certain nombre, hein, qui n'ont pas tous fonctionné en même temps, qui n'avaient pas tous la même dimension. Vous avez des grands ateliers, puis vous avez des tout petits ateliers qui des fois ne sont que dans une maison d'habitation, où vous avez la coupe dans l'atelier, l'expédition, et tout le reste se fait en travail à domicile. Voilà, donc quelques photos. Vous avez alors cette photo-là, à l'atelier Briot en 1888, c'est l'atelier dans lequel nous sommes actuellement. Hein?
Donc c'est la seule photo du 19e que nous ayons aussi ancienne dans des ateliers. Donc on a beaucoup de photos d'ateliers où les ouvrières sont prises devant l'atelier, ça se faisait énormément. Il faut vraiment attendre après les années 30, 40 pour voir des photos prises à l'intérieur des usines. Et puis pour finir la chaîne de fabrication, la chaîne de fabrication, on va montrer comment on plie une chemise. Alors attention, hop, on a donc une table de pliage avec ici différentes colles. Et donc, on va pouvoir disposer notre chemise à l'intérieur, mettre les boutons dans la rainure et on va pouvoir plier. Donc normalement, le carton doit correspondre à la plaque, mais comme c'est une table ancienne, le pliage des chemises aujourd'hui n'a plus cette forme-là, on a plutôt cette forme-là. Donc on va plier la chemise. C'est là aussi où on met les épingles, c'est à cette étape-là. Et puis on va laisser ressortir la manche, le poignet, pour dire que c'est une chemise à manches longues. On mettra une petite épingle là et puis on mettra un petit tour de colle, voilà. Et après elle peut être sous sachet et partir à l'expédition. Et donc pour finir dans cet espace, nous avons une partie sur le lavage et le repassage, parce que les chemises anciennes, elles étaient souvent amidonnées, notamment par le col, les plastrons. Donc on a toute cette partie sur le lavage avec des machines anciennes, machines à laver, hein. Ça lave mais ça ne rince pas et ça ne sort pas. Donc qu'elle soit en cuivre ou en bois. Et puis le système de la lessiveuse qui était bien connu, hein, avec le système de l'eau qui monte dans le champignon et qui redescend. Et puis plus ancien, vous avez ici le cuvier, puisqu'on faisait les grandes lessives à la campagne, une grande lessive 2 ou 3 fois par an, dans ces grands cuviers en terre. Donc le musée de la chemiserie va entrer dans une phase de travaux et de rénovation de ses réserves qui sont aujourd'hui trop petites, trop étroites. Donc nous avons voulu expliquer aux visiteurs ce qui se passait dans le musée pendant que ces travaux allaient avoir lieu et ce qu'on faisait des collections. Donc c'est ce qu'on appelle un chantier des collections et donc ça va permettre effectivement d'agrandir nos réserves de pratiquement 65% parce qu'aujourd'hui elles sont vraiment saturées. Donc le chantier des collections, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est différentes étapes qui permettent, en fin de compte, de déménager les collections qui sont aujourd'hui au 3e étage et de les stocker dans une autre salle. Donc on les enregistre, on les nettoie, on les marque et ça va permettre de stocker ces collections pendant le temps de rénovation des réserves. Donc on met... Voilà, on met en avant les différents facteurs de dégradation des collections, puisque le musée, une de ses premières missions, c'est la bonne conservation des collections. Donc il faut faire attention au climat, c'est-à-dire à l'humidité et à la température, aussi bien dans nos salles que dans nos réserves, puisque trop sec ou trop humide va entraîner des dégradations. La pollution extérieure, elle est partout, la pollution, hein, donc avec après la poussière, donc il faut un musée qui soit bien entretenu. La lumière, naturellement, qui est très mauvaise pour les collections, hein, que ce soit la lumière du jour ou la lumière de la lune. Et puis vous avez aussi les micro-organismes tels que les insectes, certains insectes qui aiment bien le textile, hein, vous avez les entraînes, les atagènes ou les mites par exemple. Voilà, donc là nous présentons la manière dont nous, ici au musée, on essaye de conserver au mieux les collections. Donc pour les collections textiles, on fabrique des cintres, on fabrique des housses pour isoler le vêtement de la lumière et de la poussière. Voilà. Et donc ici, on explique effectivement ce chantier des collections
qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer chaque objet, on va le dépoussiérer avec différents moyens, des pinceaux, mais des aspirateurs. On va le marquer si le numéro d'inventaire n'a pas été marqué sur l'objet et s'il est possible qu'il soit marqué sur l'objet. Et puis on va l'emballer, on va le conditionner pour que, en fin de compte, ces objets puissent être stockés le temps des travaux avant de rejoindre les nouvelles réserves et les nouveaux aménagements. Donc là, c'est le stockage temporaire dans une des salles, en attendant que les réserves soient rénovées. Voilà, la visite du musée est terminée. J'espère que ça vous donnera envie de venir découvrir ce musée, quand même très atypique. C'est le seul musée textile en région centre et qui explique l'histoire d'une industrie qui s'est quand même beaucoup développée en Berry, que ce soit dans le département de l'Indre ou du Cher. Les ateliers étaient très nombreux et ça a fait vivre une grande partie des familles et notamment des femmes qui apportaient un revenu financier au sein du foyer. Entre le musée d'Argentomagus et le musée de la chemiserie, vous avez deux périodes très différentes mais qui racontent en fin de compte comment le territoire a évolué avec la partie préhistoire et gallo-romaine et comment l'habitat sur Saint-Marcel s'est déplacé vers Argenton-sur-Creuse et s'est développé au XIXe siècle avec la révolution industrielle.